Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. Trump voulait une guerre de 4 semaines. Aujourd'hui, il ne peut même plus dire combien de temps ça va durer. Un expert vient d'être convoqué en urgence par le Sénat français. Ce qu'il a dit derrière ses portes, les médias ne vous le répéteront pas. 3 révélations. La première, c'est Netanyahou qui a tout décidé. La deuxième, l'Iran ne tombera jamais. Et il y a un chiffre qui l'explique. La troisième, une phrase que Trump ne voulait pas entendre. L'Iran gagne en ne perdant pas. Restez jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi cette guerre ne finira pas comme prévu. Je voudrais plutôt vous expliquer et vous dire ce qui m'a marqué pendant ces 5 jours et comment je comprends la suite et quel scénario j'envisage éventuellement pour après. Je crois qu'il faut rester extrêmement prudent et éviter tout triomphalisme. Ce que je constate, d'abord, c'est que Donald Trump, qu'il se soit fait ou non forcer la main pour attaquer l'Iran, qu'il l'ait voulu, qu'il l'ait subi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est Benyamin Netanyahou qui empoche les gains. Le Premier ministre israélien a torpillé préventivement tout accord entre les États-Unis et l'Iran. C'était son cauchemar absolu. Il a, ce que les Israéliens appellent, éliminé la tête de la pieuvre en éliminant donc le guide suprême Ali Khamenei. Il a affaibli considérablement l'Iran, à la fois dans son programme nucléaire et dans son programme balistique. Et on imagine bien qu'à échéance, les Iraniens auront beaucoup moins de moyens d'action et de prise sur Israël. Et enfin, il a fait diversion sur ses difficultés intérieures, difficultés politiques, difficultés judiciaires. Donc je pense qu'il a carton plein. Je pense aussi que les objectifs d'emblée d'Israël et des États-Unis sont différents et ne sont pas forcément compatibles. Les objectifs affichés des États-Unis, c'était clairement le changement de régime, la neutralisation définitive du programme nucléaire, durable du programme balistique, et l'élimination de tout ce qui était susceptible de menacer militairement la navigation commerciale dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Pour faire simple, permettre l'évacuation du flux d'hydrocarbures en direction de partout. Du côté israélien, ma compréhension, c'est que au-delà des objectifs que je viens d'énoncer et donc qui, je pense, ont déjà été en grande partie atteints par les Israéliens, si la situation en Iran est chaotique et fragmentée, ça suffit amplement aux objectifs de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas forcément à faire tomber le régime, il cherche à le fracturer encore plus et à l'affaiblir encore plus. Un petit peu comme ça s'est passé en Irak et en Syrie, pour éviter les problèmes directement chez lui. Tous les problèmes connexes qui surviendraient ensuite dans les voisins d'Iran, ce n'est pas le problème d'Israël. Sur le plan des frappes, je pense que ce que j'ai vu, ce que j'ai compté, c'est qu'on voit à peu près 2 tiers de frappes côté américain, 1 tiers côté israélien. Ça donne un aperçu et une idée du volume de forces engagées et de l'effort militaire impliqué par les 2 belligérants de ce côté-là. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que la riposte iranienne est à la fois étendue, puisque au moins 8 pays ont été touchés, mais limitée en intensité. Limitée peut-être parce que tout simplement les Iraniens ne peuvent pas faire, le régime iranien ne peut pas faire autrement, parce qu'il est en permanence survolé par l'aviation américaine et israélienne, par les satellites observés. Donc en fait aujourd'hui, Israël et les États-Unis agissent, on va dire, en open space au-dessus de l'Iran. Donc soit ils ne peuvent pas, soit ils ont compris qu'il fallait garder des munitions pour plus tard. Donc ils économisent leurs missiles. Et le plus probable, c'est que c'est et l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ne peuvent pas, et dans tous les cas, de toute façon, ils ont besoin d'économiser les missiles pour pouvoir faire durer le conflit. J'y reviendrai après. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que pour l'instant, ni les frappes américaines, ni les frappes israéliennes ne touchent l'infrastructure pétrolière iranienne. Chacun communique, les belligérants des 2 côtés communiquent sur à peu près ce qu'ils essayent de taper, ce qu'ils ont frappé, ce qu'ils ont touché, mais il n'y a pas un mot sur les hydrocarbures.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma compréhension, c'est que Donald Trump a imposé, mais fortement, à Netanyahou, ça devait être la contrepartie de j'y vais, oui, mais on ne touche pas au pétrole. Pourquoi? Parce que là, très certainement, il y a de très fortes pressions des monarchies du Golfe, mais aussi des Européens, des Asiatiques et de la Chine sur le flux pétrolier, même s'il passe par Bab el-Mandeb au lieu de passer par Hormuz, même s'il est plus cher, doit continuer à agir. Je pense que du point de vue américain, ne pas taper pour l'instant les hydrocarbures iraniens, c'est préserver l'avenir, notamment en termes de business, parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, après tout, si on arrive, même si c'est dans 6 mois, 1 an, à un accord avec les Iraniens, peut-être qu'on sera content de pouvoir justement bénéficier sur le pétrole iranien. Et puis surtout, c'est aussi un moyen de pression, je vais y revenir, c'est sur la Chine. C'est pour dire aux Chinois, regardez, on contrôle le pétrole du Venezuela, à peu près 4-5% des importations chinoises. Là, le pétrole de l'Iran, vous allez avoir beaucoup de mal à l'avoir, à peu près 12-13% des importations chinoises. Mais si on le détruit, quelque part, c'est plus dans l'équation, c'est plus dans la balance de la négociation. Alors que si on le maintient, on peut faire pression et on peut négocier. Je crois aussi que c'est perçu du point de vue américain comme contre-productif par rapport à la population iranienne, c'est-à-dire qu'on peut difficilement, du point de vue de Washington, dire à la population soulevez-vous et prenez le contrôle du pays, et en même temps leur casser pour l'avenir leur source de richesse pour comment vous allez vous en sortir. Ce qui m'amène à penser qu'il y a le conflit entre les États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, mais il y a un autre conflit qui se joue encore bien au-dessus, c'est la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Et ce conflit s'inscrit clairement aussi dans cette rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Je vous rappelle que le président Trump doit se rendre à Pékin à la fin du mois de mars et qu'il va y aller sûrement avec un certain nombre de billes à négocier avec son homologue chinois. Ce qui m'a marqué aussi, alors là c'est plus en termes de communication, c'est que ce sont les Iraniens qui communiquent et les Américains et les Israéliens qui verrouillent l'information. C'est intéressant parce qu'en juin c'était le contraire. En juin 2025 c'était le contraire. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que cette fois-ci les drones font mouche. C'est-à-dire que pendant la guerre des 12 jours en juin 2025 et pendant les différents épisodes de frappe mutuelle en 2024 entre Israël et l'Iran, systématiquement tous les drones étaient quasiment détectés et détruits avant de parvenir sur leur cible. Aujourd'hui, il y a un pourcentage malgré tout pas élevé mais réel de drones qui arrivent à destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement c'est le cas parce qu'en fait ils sont tirés à relativement courte distance. Donc auparavant c'était Israël-Iran, c'est 1600 km. Donc 1600 km, même de nuit, vous avez les temps de les détecter, de les intercepter et de les détruire. Là, quand ça part d'un côté à l'autre du golfe Persique, que ça vole au ras de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué à intercepter. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase où de nouveau les drones redeviennent probablement utiles. Probablement aussi parce que le bouclier antimissile, on va dire à la fois israélien et golfien, des monarchies du Golfe, est clairement orienté pour arrêter les missiles balistiques, parce que c'est présenté comme la menace prioritaire, et beaucoup moins contre les drones. Donc là aussi, il y a des leçons que les uns et les autres vont très certainement tirer. Mes constats aussi, ce qui m'a marqué concernant l'Iran. L'élimination donc d'Ali Khamenei ne signifie absolument pas la fin du régime. Comme vous l'avez dit, je l'avais écrit aussi, il est polycentré, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres de décision. Il est redondant, il est résilient. Je présente aux personnes avec qui je discute en leur disant c'est un peu comme une table à 6 pieds. Vous pouvez enlever 1 pied, 2 pieds, la table tient. Elle est fragilisée, c'est évident, mais elle tient. La différence est radicalement différente de celle de 2003,
On entend souvent dans les médias des références à l'attaque sur l'Irak et la chute du régime de Saddam. Ça n'a rien à voir. En 2003, c'était un régime qui était absolument centralisé, dictatorial et unique. Vous faites tomber le dictateur, tout s'effondre. Là, vous tapez le guide suprême, vous pouvez même tuer le président, le chef des gardiens, ils l'ont fait. Vous pouvez décapiter la chaîne militaire, le système continue. Donc tout ça fait que, paradoxalement, l'élimination d'Ali Khamenei, ce qui m'a marqué aussi, est presque présenté comme un non-événement dans les médias iraniens. Ce qui montre bien que, 1, il était détesté d'une grande partie de la population, 2, pas mal de gens, y compris chez les plus conservateurs, attendaient impatiemment son départ pour pouvoir recommencer à jouer, parce que clairement la lutte pour le pouvoir là est clairement engagée à Téhéran. Et ce qui m'amène donc à essayer de comprendre ce qui peut se passer. Donc on voit bien que le système est en train de faire émerger un nouveau guide suprême. Les Israéliens, les Américains ont dit que ce serait une cible automatique et légitime. Donc on comprend bien non plus que même s'ils ont décidé qui c'était, ils ne vont pas se presser de l'annoncer. Ils vont d'abord le sécuriser, s'assurer qu'il ne puisse pas être frappé. Régler les problèmes, on va dire, administratifs et bureaucratiques et de pouvoir qu'il y a autour. Et sans doute qu'ensuite, ils donneront son identité et ils diront. Ceci étant dit, dans cette lutte de pouvoir, où on voit bien qu'il y a une redéfinition possible des équilibres, on peut imaginer un scénario qui se fasse peut-être pas du premier coup, mais au second coup, c'est-à-dire que là, très certainement, un guide va être désigné. Un certain nombre de personnes évoquent le nom de Mojtaba Khamenei, c'est-à-dire l'un des fils d'Ali Khamenei, donc le précédent. Si c'est ça, ce qui est possible, c'est clairement un signe d'extrême fermeté et la quasi-certitude que le conflit va durer longtemps. Mojtaba, il va d'abord vouloir venger son père, ensuite sa femme, parce qu'il a perdu son épouse dans les frappes qui ont tué Ali Khamenei. Il est déjà aux manettes de fait depuis un certain temps, donc il connaît par cœur le système. Et donc c'est clairement, s'il est nommé, c'est que les gardiens ont repris le haut du pavé et verrouillent le système. On peut aussi imaginer un scénario où il est écarté et pour, disons, rassurer un peu la communauté internationale, les Iraniens font émerger un guide, c'est-à-dire donc un clerc qui va rassurer tout le monde. Ça peut être Rouhani, l'ancien président, ça peut même être Khatami, l'ancien président, des réformistes, des modérés, qui peuvent être ensuite présentés comme regardez, on va peut-être négocier. Ce qui me semble sûr, c'est que au moins à court terme, on va vers un régime qui est davantage militarisé, qui sera beaucoup plus nationaliste et moins idéologue. Ce qui est sûr aussi, c'est que les gardiens de la Révolution jouent un rôle clé dans la définition du pouvoir et vont probablement accroître leur pouvoir. Même si Ali Larijani, qui est le chef du Conseil suprême de sécurité, et Massoud Pezeshkian, le président, qui sont entre guillemets des civils politiques, n'ont pas dit leur dernier mot. Donc comme je vous le disais, la nomination du prochain guide sera, je pense, devra être interprétée comme un signal très clair. Au passage, même si c'est Mojtaba Khamenei, on peut imaginer que, entre guillemets, qu'il ne dure pas longtemps parce qu'il va devenir l'ennemi numéro 1 à battre. Et on peut imaginer que et les Israéliens et les Américains vont focaliser leur effort là-dessus. Si on est totalement cynique, on peut même peut-être se dire que c'est aussi un moyen de le retirer de l'équation de la part de ceux qui l'ont nommé. Pour le dire, voilà, on enlève tous ceux finalement qui nous empêchaient de changer de ligne, et ensuite on change de ligne. Et on change de ligne cette fois-ci pour faire émerger un système, voire même qui pourrait remettre en cause le velayat al-fakhir, c'est-à-dire c'est le dogme de la primauté du religieux sur l'exécutif, c'est-à-dire que c'est le religieux qui exerce in fine le pouvoir temporel, et qu'on arrive à un système où il y a davantage de pouvoir pour l'exécutif et le législatif. C'est pas impossible.
Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, l'Iran paraît entre guillemets tenu. Le régime fait tout pour éviter les manifestations, fermeture des universités, blocage d'Internet, filtrage de la téléphonie mobile, quadrillage des villes par les Bassidji, et qu'après avoir été réprimé et extrêmement durement et de manière extrêmement meurtrière, tout ce que me disent mes contacts iraniens, c'est que la population ne descendra plus dans la rue tant qu'elle ne sera pas convaincue que l'appareil répressif est neutralisé. L'appareil répressif, ce sont les Bassidji, ils sont 600 000. Ce sont les forces de sécurité intérieure, elles sont 250 000. Ce qui veut dire que vous avez 850 000 agents de la répression potentiellement. En face de ça, pour vous donner un ordre d'idée, l'armée régulière, c'est 300 000 hommes et les gardiens de la révolution, c'est 190 000 hommes. Ce qui veut dire que rien que les Bassidji, certes, qui ne sont armés que d'armes légères, mais rien que les Bassidji sont plus nombreux que l'armée régulière et les gardiens de la révolution réunis. Ça vous donne une idée. Donc ça veut dire que tant que les frappes ne se focaliseront pas systématiquement sur les casernes, les centres de décision, les centres de commandement, donc des Bassidji et des forces de sécurité intérieure, je ne vois pas comment ça peut évoluer sur le terrain, sur place. Dans tous les cas, de toute façon, l'opposition est non pas unie, mais elle est fragmentée, elle n'est pas armée. Et même si les Iraniens désireux de renverser le système et le régime descendaient dans la rue, il faut garder en tête le fait que 15%, à minima, 15% des Iraniens adultes soutiennent le régime, pas par idéologie, mais simplement par intérêt. Par intérêt monétaire, pécunier, par combine, par le fait que si vous voulez, pendant 45 ans, enfin 47 ans, tout le monde s'est marié, a fait du business ensemble, etc. Donc tout le monde se tient. Donc ces 15% d'adultes, ça représente au bas mot à peu près 10 à 12 millions d'individus. Et ceux-là, ils n'ont rien à perdre. Enfin plus exactement, ils ont tout à perdre si le système tombe. Donc ça veut dire que si vous avez une partie, tous ceux qui veulent renverser le régime, qui descendent dans la rue, vous trouverez en face un nombre élevé de gens qui veulent préserver les prébendes du régime et le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire guerre civile. Et les Iraniens veulent à tout prix, toute faction confondue, à tout prix, éviter la guerre civile. L'Iran, aujourd'hui, est un pays qui est fracturé. La société iranienne est fracturée. Entre, comme je vous le disais, donc, on va dire les anti-régimes et ceux qui tiennent à préserver le régime, entre les religieux et les non-religieux. Là-bas, laïque, c'est pas un mot qu'on prononce. Hein. Le concept de laïcité n'existe pas. Et entre les pauvres et les riches. Tant que le régime arrivait à capter, à conserver les classes moyennes, il s'en sortait à peu près. Il y a une crise économique gravissime. Or aujourd'hui, à la fois à cause de cette crise économique qui est liée à des tas de facteurs, à la fois internes, corruption, prévarication, mauvaise gestion et aux sanctions, facteurs extérieurs, la classe moyenne s'est littéralement appauvrie, mais considérablement. J'ai pas mal de mes contacts qui sont aujourd'hui en situation appauvrie, alors qu'ils étaient en situation plutôt confortable il y a 5 ans ou 10 ans. Donc il faut garder ça aussi en tête. Comment je vois la suite? Je crois que le point crucial, évidemment, c'est le facteur temps. La Maison-Blanche imaginait une guerre courte, au départ 1 semaine, 10 jours, peut-être 4 semaines, 5 semaines. Maintenant, ils ont du mal à évoquer une durée. Ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, Donald Trump s'est fait vendre par Netanyahou l'idée d'une guerre courte. Et là, il s'aperçoit que, en fait, non, pas vraiment. Plus le temps passe, plus cela va devenir compliqué pour la Maison-Blanche et pour les États-Unis. On voit bien qu'on est dans une première phase où là, le temps joue contre l'Iran et en faveur d'Israël et des États-Unis, parce que c'est la période des grosses frappes, de la sidération, des gros coups de poing, et donc là, réellement, les Iraniens prennent des coups énormes. On passera ensuite dans un deuxième temps qui sera favorable à l'Iran, à condition bien sûr que le régime se maintienne et survive. Pourquoi? Parce qu'on verra l'épuisement des stocks de munitions à la fois américains et israéliens, et que du point de vue américain,
il est absolument vital parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la rivalité, les Américains n'oublient jamais que la rivalité stratégique majeure, c'est face à la Chine. Donc de toute façon, les États-Unis et le Pentagone va garder des stocks, entre guillemets, pour faire face à la Chine au cas où. Donc je pense que quand il va commencer à tangenter cette réserve, il va commencer à devenir nerveux et à se poser des questions. Et pour les Israéliens, c'est pareil, parce que s'ils n'ont plus de stock d'intercepteurs antimissiles, ça va devenir très compliqué ensuite d'arrêter les frappes iraniennes. C'est pour ça que, évidemment, et les Américains et les Israéliens font actuellement le focus et un gros effort sur le balistique iranien. Pourquoi aussi? Parce que dans un deuxième temps, il y aura très certainement une érosion du soutien au vu des conséquences de la guerre, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, beaucoup plus d'ailleurs aux États-Unis qu'en Israël. Et parce qu'on assistera probablement à la montée de la grogne populaire aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat. Donc en octobre, les élections sont début novembre. Donc là, les élections sont en début octobre. Pour la petite histoire, je pense que là, Donald Trump peut oublier complètement son prix Nobel de la paix. Je pense qu'il en a fait le deuil. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que l'Iran gagne en ne perdant pas, du point de vue du régime iranien. Et du point de vue américain et de la Maison-Blanche, les États-Unis gagnent en faisant chuter le régime iranien. Donc je pense que des deux côtés, chacun a ça en tête. Et ça va compliquer l'équation. Donc pour les Iraniens qui se disent il faut que le conflit dure, on va le faire durer, enfin c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. L'objectif prioritaire, c'est préserver les figures du régime, politiques ou militaires, qui sont capables de représenter une alternative et d'assurer la durabilité du système et du régime. Donc si la stratégie iranienne, c'est de faire durer, ça me paraît être de faire durer le conflit et de punir à la fois Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Là, il se trouve que ce qui se passe en ce moment m'a rappelé fortement la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire que je connais bien. Donc la guerre Iran-Irak, c'est indéniablement l'Irak qui attaque l'Iran. C'est Saddam Hussein qui attaque les Iraniens. La guerre aurait pu se terminer en 1982, donc après 2 ans de conflit, lorsque les Iraniens ont raccompagné à la frontière internationale les armées irakiennes. Là, un vrai débat à la fois idéologique, militaire, en termes de pouvoir s'est posé à Téhéran. C'est on arrête, chacun chez soi, ou on continue. Et alors même qu'une immense majorité d'Iraniens disaient il faut arrêter. À l'époque, donc l'ayatollah Khomeini, qui était le guide suprême de l'époque, et les caciques du pouvoir de l'époque ont dit non, on continue. On continue, on va affaiblir Saddam et on va faire tomber Saddam. Et on va le punir. Il ne faut pas oublier la logique non plus, le culte de la martyrologie dans la psyché chiite iranienne. Donc même si de ce côté-là, ce n'est pas du tout rationnel, ou ça nous paraît pas rationnel et pragmatique, alors qu'en règle générale, ils sont pragmatiques. Donc leur stratégie, ça va être d'économiser les missiles, de se procurer de nouveaux lanceurs, de nouveaux vecteurs, et de continuer à harceler les bases américaines et les bases israéliennes, enfin en tout cas les États-Unis et Israël, au maximum, partout, en tirant régulièrement un peu et en faisant durer. Même si, donc là, on voit bien qu'ils ont considérablement réduit le nombre de leurs frappes. Pour tout ce qui est, on va dire, à courte distance, ils privilégient les missiles de croisière et les drones, parce que finalement, à courte distance, ça a des chances. Mais les missiles balistiques, ils les gardent précieusement, sans doute pour un peu plus tard. Il est très probable qu'ils arrivent à court de missiles balistiques, en tout cas de lanceurs, et qu'ils ne soient plus véritablement en situation d'en lancer. Tant qu'ils ont quelques lanceurs encore qui leur permettent, donc encore une fois, ponctuellement, tous les X jours d'en lancer un, je pense que dans leur stratégie, quelque part, ce n'est pas idéal, mais ça leur suffit. Et à ce moment-là, ce qui me semble aussi assez évident, c'est qu'ils ouvriront de nouveaux fronts, comme ils l'ont fait pendant la guerre Iran-Irak, en favorisant une stratégie asymétrique. Le terrorisme, le kidnapping, bien entendu la dimension économique, c'est-à-dire frapper leurs adversaires, entre guillemets, au porte-monnaie, là où ça fait mal. Bien sûr l'énergie, bien sûr le pétrole.
C'est-à-dire que s'ils font remonter considérablement les prix du pétrole, au passage, ça leur permet de toujours, par des voies détournées, d'en vendre un peu et de gagner un peu d'argent. Ça pénalise surtout si les flux ne passent plus tous ceux qui vont faire pression en fait sur les États-Unis et sur Israël, mais surtout sur les États-Unis pour arrêter l'aventure. Ils peuvent bien évidemment utiliser encore quelques proxys. Vous avez sur la carte que je vous ai projetée deux drapeaux qui représentent à la fois les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak. Le Hezbollah est en train de se faire marteler extrêmement fort. Donc je ne pense pas que le Hezbollah soit à échéance visible, enfin en tout cas à court terme, de nouveau perçu comme un véritable outil dissuasif face à Israël. Et là aussi, ça dépendra de la personnalité du nouveau guide suprême. En fonction de qui c'est, ce sera un signal très fort pour les proxys et notamment pour le Hezbollah sur on vous soutient ou au contraire, maintenant on se concentre sur l'Iran. Par contre, et les Houthis sont idéalement placés, alors tirer sur Israël, ça va être compliqué pour eux, mais il se trouve qu'en face des Houthis, vous le voyez sur la carte, il y a trois objectifs intéressants. Il y a Djibouti, et alors là c'est tout près. Djibouti, il y a une base française, il y a une base américaine, et il y a et chinoise bien évidemment, mais les Chinois je pense que là, on verra, mais je pense qu'ils ne seront pas visés, en plus physiquement c'est pas au même endroit. Et surtout il y a le Somaliland, alors là le Somaliland n'est pas sur la carte, mais c'est au niveau de Berbera, donc c'est la zone autonome, enfin disons, qui s'est déclarée, qui a fait sécession au sein de la Somalie. Et il se trouve que Israël a reconnu récemment le Somaliland et que les États-Unis ne l'ont pas reconnu, mais sont très très proches. Et que Israël et les États-Unis ont probablement des assets militaires ou sont en cours d'avoir une présence militaire au Somaliland. Donc pour les Houthis, c'est une cible facile à courte distance et ça fait pression bien sûr sur la circulation en mer Rouge. Je crois que le vrai souci, si on peut dire, vu du point de vue américain, c'est les milices chiites irakiennes que vous voyez là sur la carte. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très nombreuses et qu'elles sont vraiment très fidèles à Téhéran et elles sont surtout à côté de l'Iran. C'est très facile de les alimenter. Et si, à un moment donné, l'Iran ne peut plus taper par missiles balistiques interposés sur les bases américaines ou sur Israël, c'est très facile d'instrumentaliser ces milices-là pour qu'elles aillent harceler les troupes américaines qui sont encore stationnées en Irak. Et si, à force de harcèlement, les Iraniens parviennent à faire en sorte que les États-Unis s'en aillent complètement d'Irak, ils présenteront comme une grande victoire. Les scénarios. J'en vois 4, peut-être 5. Le premier, une victoire rapide américaine et israélienne. La sphère militaire iranienne s'effondre, le répressif s'effondre, les Iraniens descendent dans la rue, arrivent à créer un effet de sidération, à non pas prendre le pouvoir, mais en tout cas à déstabiliser le pouvoir. Des oppositions armées, notamment au niveau des Kurdes, agissent. Mais ça, je ne le vois vraiment pas. Le seul cas où ça pourrait éventuellement survenir, c'est si l'armée régulière se désolidarisait du régime, mais il faut rappeler qu'elle est légitimiste. Moi, je ne vois absolument aucun signe de défection dans l'armée régulière. Et l'armée régulière, même si elle a les chars, les avions, les canons, c'est qu'elle ne représente que globalement, un tiers des effectifs globaux armés militaires, parce que vous avez ensuite vous avez un 20% les gardiens de la Révolution et vous avez un 50% les Bassidji. Donc je la vois pas basculer, on va dire, anti-régime, en tout cas pas à court terme. Le deuxième scénario, c'est les États-Unis constatent leur échec et arrêtent les frais au bout de 2 ou 3 mois, laissant les Israéliens seuls face à l'Iran. Je ne le vois pas non plus à court terme. Je peux le voir à moyen terme, mais pas à court terme. Troisième scénario, la reprise des négociations. De mon point de vue, ça n'est possible maintenant uniquement si les États-Unis font le premier pas et offrent un cadeau significatif aux Iraniens. Si leur mantra, c'est de dire
nous sommes sympathiques, nous arrêtons de vous frapper, soyez déjà suffisamment contents de ça, et maintenant vous allez négocier, ça ne marchera jamais. Si par contre ils vont les voir et leur disent, bon, on a montré le gros bâton, vous avez vu, vous avez compris. Bon, maintenant on fait tomber une partie des sanctions et maintenant on veut vraiment négocier, et puis tant pis pour les Israéliens, ils vont se retrouver tout seuls. Là, ça peut marcher. Mais uniquement si on est, à mon avis, dans ce schéma-là. Et le quatrième scénario, c'est l'enlisement du conflit, ce qui, à mon avis, est le scénario de très loin le plus probable aujourd'hui. Dans un contexte évidemment très différent, je vous rappelle que le Nord-Vietnam a tenu 10 ans face aux États-Unis en étant très régulièrement bombardé par des compagnes de bombardement stratégiques lourds de B-52, ce qui ne les a pas empêchés de gagner à la fin. Je ne dis pas du tout que c'est ce que je souhaite, je dis simplement que l'enlisement est, de manière rationnelle, aujourd'hui, la situation est le scénario le plus probable. Chaque fois que les États-Unis ont amené ces dernières années, suite à des interventions militaires, ont essayé d'imposer de l'extérieur des leaders, ça n'a jamais marché. Au bout du compte, je pense que ce qui est en train de se passer, pour répondre à votre toute première question, va probablement accélérer les recompositions stratégiques au Moyen-Orient, mais ça n'est pas un effondrement, c'est juste un processus de recomposition. Et je pense enfin que ça va très certainement impacter à terme les relations entre les États-Unis et Israël. Je pense qu'à un moment donné, il est très probable que les élites américaines se disent que quelque part elles ont été manipulées et que maintenant elles vont changer de portage. Et je pense aussi qu'une grande partie des élites israéliennes en sont convaincues, ont vu ce qui s'était passé dans les universités américaines de la côte Est et de la côte Ouest depuis 2023, et comprennent qu'il va leur falloir, elles aussi, je parle ou eux aussi, des dirigeants israéliens, changer de portage et se trouver de nouveaux sponsors. Je vous remercie. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.